vous ne pouvez pas être partout. Et à partir du moment où vous n'êtes pas juriste, eh bien, vous avez intérêt à mieux connaître vos droits, mais également vos obligations pour développer au mieux votre activité. On va être avec Karine aujourd'hui vos accompagnantes, vos hôtesses, pour vous permettre d'avoir accès à des informations que d'autres, en réalité, ne vous donnent pas et qui ne sont pas forcément accessibles à tous, parce qu'il s'agit en réalité de stratégies de développement de votre activité. Et Avocat Juste a été créé précisément pour vous permettre d'avoir accès à des informations à la fois de qualité, mais surtout des informations données par des avocats qui sont là pour vous accompagner. Voilà, Sabrina Gapteni et Karine Mazan. Alors moi, je suis la fondatrice d'Avocat Juste. Bien, je vais laisser Karine le soin de se présenter et présenter ce sujet, puisque l'idée, c'est d'aller droit au but pour vous permettre d'avoir des clés dès aujourd'hui pour avancer plus sereinement dans votre activité dès cet après-midi. Karine, moi je la qualifie de web avocate. C'est une avocate du numérique. Elle vous en dira un peu plus, mais c'est vraiment la personne qui est la mieux à même de vous accompagner pour, si besoin, sur le développement de votre activité en ligne, pour sécuriser, puisqu'aujourd'hui on parle de sécurisation de votre activité en ligne. C'est à toi, Karine. Je suis Karine Mazan et je suis effectivement avocate et j'accompagne sur des questions de droit numérique pour des personnes qui développent leur activité en ligne. Et aujourd'hui, pour parler justement de sécuriser son activité, on va aborder quand même que vous vendiez des produits, que vous offrez des services ou simplement que vous ayez une présence sur le web. Donc, ce webinaire est pour vous parce que, à l'ère numérique, l'activité en ligne est passée au cœur de l'entreprise. Et la sécuriser, ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est aussi une question de conformité avec les lois, avec les réglementations en vigueur. Et ça protège non seulement les clients, mais aussi les entreprises. Et donc, le programme du webinaire, on va commencer par comprendre un peu les grandes lignes. Donc, sur ce point, nous allons décomposer les concepts juridiques en langage simple, hein, pour que vous compreniez un peu l'essentiel de ce que vous devez faire pour protéger votre activité en ligne. On va identifier vos obligations pour que vous appreniez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour rester dans les clous de la loi. Et ensuite, on va voir comment être conforme pour découvrir les étapes concrètes ou les outils qui peuvent vous aider à assurer la conformité de votre activité. Et donc, à la fin du webinaire, vous aurez une vision claire de ce que vous devez faire pour sécuriser votre activité en ligne contre les risques juridiques et réglementaires, parce que effectivement, le droit numérique, c'est quelque chose qui est en construction et qui se fait un petit peu au jour le jour, et donc les règles arrivent au fur et à mesure. Donc, vous allez repartir avec des connaissances pratiques et que vous allez pouvoir quand même appliquer immédiatement. Quand on parle d'une activité en ligne, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, ça peut être la vente de produits sur une boutique e-commerce, ça peut être l'offre de services à travers un site web, la création de contenu sur les blogs, sur les réseaux sociaux. Mais à partir du moment où vous interagissez avec vos clients ou votre audience sur Internet, vous menez ce qu'on appelle une activité en ligne. Et parmi les composantes clés, on a dans une activité en ligne, on a le site web ou une boutique e-commerce. Donc, votre vitrine numérique où les clients peuvent vous découvrir, là où ils peuvent découvrir vos produits, vos services. Les médias sociaux, c'est de manière un peu plus large, au-delà des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, mais aussi, par exemple, les web, les blogs, les forums. Donc, ce sont tous les canaux que vous utilisez pour engager votre audience, pour promouvoir votre marque, pour diriger le trafic vers votre site. Donc, tout ce que vous utilisez pour créer du lien avec vos clients, votre audience, vos prospects, les personnes qui vous suivent. Il y a également ce qu'on appelle les plateformes de vente. Donc, des fois, on n'a pas soi-même son propre site ou en dehors des réseaux sociaux, on peut utiliser des sites tiers comme Amazon, Etsy, eBay, où vous allez aussi pouvoir vendre des produits et donc, ou même des services. Désormais, il y a d'autres, il y a des plateformes aussi de vente de services. Et il y a la question des outils numériques, du marketing numérique, dans les outils, les stratégies que vous allez utiliser pour atteindre votre public cible en ligne, que ce soit le SEO, l'email marketing, la publicité payante. Et toutes ces questions-là, que ce soit votre site Internet, que ce soit les médias sociaux, que ce soit les plateformes de vente, que ce soit le marketing numérique, toutes ces questions-là, lorsque vous êtes présent en ligne, ont une incidence, demandent en fait une connaissance ou une compréhension de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit numérique. Et donc, comprendre les composantes
que je viens de vous citer de votre activité en ligne, c'est vraiment le premier pas vers la sécurisation de votre présence digitale. Et chaque élément euh, présente une opportunité unique, mais aussi des défis spécifiques en termes de conformité. Ce qu'il faut garder à l'esprit, euh, c'est qu'il faut la sécurité, donc il faut protéger vos plateformes contre les cyberattaques, la fuite des données. C'est-à-dire que même si c'est votre site Internet, il faut faire attention à ce que bah, vos bases de données que vous récoltez par exemple, avec les mails pour envoyer vos newsletters, qu'elles soient bien protégées parce qu'elles engagent votre responsabilité. Donc, le deuxième point qu'il faut garder à l'esprit, c'est la question de la conformité, que votre activité respecte les lois, que ce soit sur la protection des consommateurs, la gestion des données personnelles. Toutes ces questions-là doivent rester à votre esprit. Et enfin, le troisième point, c'est l'expérience utilisateur. Et des questions sur une navigation facile, un design agréable, des processus de paiement sécurisés pour fidéliser vos clients. Donc, la question de l'expérience utilisateur, on a l'impression que c'est une question purement esthétique. Elle a aussi une valeur juridique parce que on va mettre en place, lorsqu'on va mettre en place, par exemple, les mentions légales, il faudrait que lorsqu'on navigue, on puisse y avoir accès à tout moment. Et donc, on va pouvoir avancer sur les obligations. Les obligations pour naviguer justement dans ce paysage juridique, ça peut être assez intimidant parce que ça fait beaucoup d'informations. Mais je vais vous donner une boussole pour vous guider en nous concentrant sur bah, l'essentiel. Donc, on va commencer par ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est protéger les données de vos clients. Donc, il faut vous assurer que votre site est bien sécurisé, que les données personnelles sont traitées avec soin. Lorsqu'on parle de traitement, c'est vraiment lorsque je récolte les informations, lorsque je les stocke, par exemple, sur ma base de données, lorsque je supprime ceux qui ne veulent plus être sur ma newsletter, lorsque je conserve les, les, les informations, lorsqu'il y a une transaction, par exemple, et que je dois livrer, toutes ces informations-là, la manière dont je traite ces informations doit être sécurisée parce que sinon, il y a des conséquences légales par rapport à ça. Donc, premier point, ce qu'il faut faire, c'est protéger les données de vos clients. Deuxième point, c'est vraiment afficher les informations légales. Donc, votre site doit clairement afficher les mentions légales. Donc, les mentions légales, c'est vraiment l'identification du site, qui est derrière le site, qui est l'éditeur de ce site, qui le met en ligne, qui publie dessus, où est-ce que le site il est hébergé. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qu'on appelle mention légale. Il y a aussi les conditions générales de vente. À partir du moment où vous vendez à des consommateurs, notamment, il y a une obligation que cette information-là soit accessible à tout moment avant même que la personne ne se décide à acheter. Il faut qu'à tout moment, elle puisse arriver sur le site et avoir accès à comment se passe une transaction sur ce site ou en dehors du site. Parce que des fois, on se dit, on donne un accès à un appel découverte, par exemple, et on se dit, bah, puisque la transaction ne se fait pas sur le site, il n'y a pas besoin de mettre les conditions générales de vente. En fait, si, parce que l'appel de vente, l'appel découverte, c'est un moyen de donner accès à vos produits, à vos services. Donc, avant de les faire connaître et peut-être d'engager la vente d'une certaine façon, vos clients doivent pouvoir y avoir accès avant. Et donc, lorsque c'est des consommateurs, c'est obligatoire que ce soit sur le site. Et si vos clients sont des professionnels, ben, c'est pas obligatoire que ce soit sur le site. Par contre, s'ils le demandent, à la première demande, vous devez les envoyer. Ça veut dire que vous devez toujours quand même avoir des conditions générales de vente. Attention parce que en entrepreneuriat, ce que j'ai observé, c'est quand même que beaucoup de porteurs de projets ne sont pas encore immatriculés. Donc, certes, leurs demandes sont souvent professionnelles. En tout cas, c'est en une visée professionnelle, mais ils ne sont pas encore professionnels puisqu'ils ne sont pas immatriculés et donc ils ont le statut de consommateur. Donc, faites bien attention à ce détail-là, qui n'en est pas. Et le dernier point à afficher, c'est ce qu'on appelle la politique de confidentialité. Et la politique de confidentialité, c'est tout ce qui explique quel type de données vous récoltez, pourquoi faire, quelle est la finalité, quels sont les droits des personnes dont vous récoltez les informations et ce genre de choses. Donc, le deuxième point, c'est vraiment afficher les informations légales. Le troisième point, c'est respecter le droit de rétractation.
Donc, les consommateurs en ligne, ils ont le droit de changer d'avis et il faut qu'ils soient informés de ce droit-là. Donc, si jamais ils n'ont pas le droit parce que le type de prestation ou le type de produit que vous proposez n'implique pas le droit de rétractation, ça concerne par exemple les produits numériques sans support, ça concerne par exemple les produits d'hygiène, une fois qu'ils ont été ouverts, on ne peut pas les renvoyer. Donc, il faut respecter le droit de rétractation. Ça c'est une chose à faire, mais surtout, il faut informer. Parce que si vous n'informez pas, et sur les produits, par exemple, faits sur mesure, il n'y a pas de droit de rétractation. Mais même dans le cas où il n'y a pas de droit de rétractation, il faut informer, sinon vous avez une pénalité. Et la pénalité, c'est que le droit de rétractation, en principe, la loi prévoit 14 jours. Si vous n'avez pas informé, si votre consommateur, votre client n'a pas été informé, eh bien, ce droit-là passe de 14 à 12 mois à partir de la transaction. Donc, ça crée un danger pour votre activité et c'est un avantage pour votre client, mais pour votre activité, bah, elle n'est pas sécurisée puisque effectivement, à tout moment, alors que la prestation a peut-être déjà eu lieu, votre client peut revenir et faire appliquer son droit de rétractation. Et le quatrième point, c'est utiliser des transactions sécurisées. Et donc, les systèmes de paiement doivent être sécurisés pour protéger contre la fraude. Donc, généralement, la plupart des systèmes de paiement qu'on utilise en ligne sont très connus, sont des intermédiaires fiables. On connaît Stripe, on connaît PayPal, on connaît MongoPay, et il y en a quand même plusieurs comme ça. Mais il faut quand même vous assurer que tout est OK. Parfois, on passe par sa banque aussi, mais quel que soit le système, assurez-vous que vous êtes passé par vraiment le prestataire officiel et que tout est bien sécurisé et que la manière dont vous l'avez implémenté sur votre site est sécurisée. Donc ça, c'est pour ce qu'il faut faire. Protéger les données de vos clients, afficher des informations légales, respecter le droit de rétractation et utiliser les transactions sécurisées. Maintenant, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ignorer les lois qui protègent les consommateurs. Ça, il faut faire vraiment attention parce que si vous ne suivez pas les directives des consommateurs, vous pouvez avoir des sanctions sévères. On a parlé d'afficher les informations, rien que pour ça. S'il n'y a pas de mention légale, on peut se retrouver pour une entreprise individuelle jusqu'à 75 000 euros d'amende. S'il n'y a pas de droit de rétractation, je vous ai évoqué par exemple les 1 an au lieu des 14 jours que vous aurez simplement informé à votre client ou vous lui aurez dit qu'il n'y a pas de droit de rétractation, mais ça aurait été dit. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est collecter les données sans consentement. Donc, ne collectez pas plus de données que nécessaire sans l'accord de votre client. Ce qu'on fait des fois, c'est on veut faire proposer une newsletter et on commence à demander une adresse postale et ce genre de choses. Quel est l'intérêt d'une adresse postale alors que ce qu'on veut, c'est envoyer un email toutes les semaines? Ça n'a pas de sens. Donc, ne collectez pas des informations qui n'ont pas de, de, de sens par rapport à la finalité que vous visez. Et surtout, ne le faites pas sans le consentement. Il y a des gens qui achètent des bases de données, vous ne savez pas comment elles ont été collectées, de quelle manière, et si c'est légal, si ça a été fait avec le consentement des personnes qui sont sur la liste. En fait, vous pouvez tout simplement vous retrouver contrôlé parce que vous n'aurez pas pris la peine vous-même de vous assurer que les personnes sont d'accord avec sont d'accord pour vous fournir leurs informations. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est négliger les mises à jour de sécurité. Donc, les failles de sécurité peuvent exposer effectivement les données sensibles et nuire à votre réputation, donc à la réputation des clients qui sont sur votre site, mais aussi à votre réputation parce que vous allez être affiché par la CNIL, parce que soit vous aurez eu une amende ou parce que vous aurez eu un avertissement demandant de mettre en conformité les questions de sécurité. Et vous aurez peut-être même l'obligation de communiquer à toutes les personnes dont les données auront été exposées pour leur dire que leurs données ont été exposées et violées par une faille de sécurité à votre niveau. Et le quatrième point, c'est utiliser du contenu sans autorisation. Ça, je le vois beaucoup avec l'utilisation des réseaux sociaux. On se dit, bon, on est sur les réseaux sociaux, l'autre personne ne fait pas attention à ce que je fais, et donc, son contenu est intéressant et je vais reproduire. Donc, il faut vraiment faire attention à ça.
Donc, respecter les droits d'auteur parce que c'est pas parce que je publie sur Internet que je veux que quelqu'un recopie ce que je fais. Parce que il y a un temps de création, donc c'est soumis et protégé par le droit d'auteur. Donc, il faut respecter le droit d'auteur et utiliser uniquement le contenu soit que vous avez créé, soit pour lequel vous avez une licence ou une autorisation. Donc, si quelqu'un vous permet d'utiliser, par exemple, par une republication, par un repost, enfin, ça, ce sont des systèmes qui sont mis en place et pour lesquels vous allez les créditer. Donc, vous allez mentionner leur nom pour informer qui sont les vrais auteurs, en fait, de tout ça. Donc, pour moi, la conformité, ce n'est pas je fais et j'oublie. C'est vraiment un processus continu qui nécessite une veille. Donc, la veille, elle peut être réglementaire, donc sur voir un peu comment les lois évoluent dans votre secteur d'activité, et technologique. Là, par exemple, je parle des fonctions repost, republier, ce genre de choses. Bah, ça fait partie, en fait, des obligations. Pour les créateurs de contenu, ça va être le fait d'avoir désormais la possibilité de mettre une mention que c'est sponsorisé, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment faire une veille pour s'adapter aux exigences légales. Donc, restez informé et ajustez vos pratiques en conséquence. Parce que la conformité, ça demande simplement de comprendre ce que c'est être conforme au global. Donc, pour moi, la première étape, c'est vraiment d'effectuer un audit de conformité. Donc, faites le point si on est sur votre site Internet ou sur vos réseaux sociaux. Donc, faites le point. Examinez. Là, on va surtout parler de votre site Internet. Donc, sur votre site web et vos pratiques, donc vous examinez un peu ce que vous faites pour voir où sont les lacunes en matière de conformité. Si on est sur le site web, est-ce que votre site est bien identifié avec des mentions légales? Est-ce que dans vos pratiques, vous informez systématiquement vos clients par rapport aux conditions générales? Et donc, euh, vous avez des outils où vous pouvez consulter des professionnels qui, eux, vont faire un audit complet à la fois de vos contrats, de vos sites ou même de votre présence en ligne. Ça, c'est quelque chose que je propose, c'est de faire vraiment le point pour les personnes qui n'ont pas de site Internet, de voir comment est-ce qu'elles vendent, par exemple, avec ce qu'on appelle le social selling, parce qu'elles vendent uniquement sur les réseaux sociaux, en dehors de leur site Internet. Donc, la deuxième partie, la deuxième étape, c'est de mettre des politiques claires, que ce soit les politiques de confidentialité, que ce soit les conditions générales de vente. C'est vraiment décrire comment les données sont collectées, comment elles sont utilisées, comment elles sont protégées. On copie assez vite ce qui se passe sur Internet, mais des fois, c'est plus simple pour nous de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, on se dit toujours que comme c'est un document juridique, il doit avoir du jargon, mais parfois, il faut juste connaître de, que doit contenir ce document-là et le mettre parfois simplement avec vos termes pour que ce soit compris. Sur les conditions générales, il faut vraiment clarifier les termes de vente. Si vous avez des termes spécifiques par rapport à votre activité, il faut les définir. S'il y a des politiques de retour, des politiques de remboursement, si le contrat doit s'arrêter. J'ai vu par exemple dans les prestations de web design, parfois le client, on attend le contenu et puis il ne revient pas, il se passe 2 ans, mais on n'a rien prévu et on se retrouve avec un dossier en suspens parce qu'on n'a rien prévu pour que la prestation soit s'arrête, soit continue, mais continue à être rémunérée parce que c'est notre temps et peut-être nos ressources, par exemple, notre serveur qu'on va utiliser pour un client qui, lui, bah, ne remplit pas son obligation d'apporter le contenu. Donc, il faut vraiment clarifier les termes et préciser au client toutes les règles que vous fixez par rapport à la transaction avec lui. Là, la troisième étape, c'est sécuriser les données et les transactions. Donc, sur la question de la sécurité du site, bon, on utilise les sites en HTTPS, même si dernièrement, j'ai vu que ce n'était pas forcément un gage de sécurité, mais il faut quand même vous assurer auprès de votre web designer, auprès de votre développeur web, de, qui vous disent quelles sont les mesures de sécurité qu'il a mis en place et éventuellement comment est-ce qu'on peut les conserver en l'état par de la maintenance, soit faite par vous-même, soit par lui avec un contrat de maintenance. Et opter pour les paiements sécurisés, il faut opter vraiment pour des fournisseurs de services de paiement qui sont reconnus pour leur fiabilité et leur sécurité. En principe, on part sur les plus connus. Il y en a de plus en plus sur le marché, mais il vaut mieux être vraiment sûr que ce sont des personnes qui sont agréées. Ensuite, il faut
moi, je propose toujours formation et sensibilisation. C'est pas parce qu'on n'est pas juriste qu'on ne doit pas comprendre les rouages puisqu'on a la responsabilité. Avant, il y avait énormément de règles où il fallait faire, par exemple, une déclaration à la CNIL, il fallait faire une déclaration à la direction générale de ceci. Aujourd'hui, il n'y a plus de déclaration préalable à faire. C'est à nous, acteurs des activités en ligne, de prendre le lead et surtout de faire en sorte que nos activités soient conformes. Et pour ça, il faut se former notre personnel, nos équipes, sur les aspects essentiels de la conformité et la protection des données. Il faut essayer de rester à jour. Moi, je dis toujours une fois par an, on prend le temps, on se pose la question. Dans mon secteur, est-ce qu'il y a de nouvelles lois? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que je dois mettre à jour? Est-ce que mes propres activités internes ont évolué au point que je dois changer un petit peu le contenu, par exemple, de mes conditions générales? Ou est-ce que, bah, si jamais on est en société, peut-être que le responsable de publication n'est plus un tel, c'est plutôt tel autre parce que le dirigeant a changé. Donc, c'est vraiment une fois par an, on fait le point. Où est-ce qu'on en est sur la conformité? Est-ce que ça évolue? Et si on a la possibilité d'avoir une formation pour comprendre où on en est, c'est encore idéal, mais au moins comprendre les aspects essentiels. Donc, ce type de webinaire, moi, je vous invite au moins une fois par an à voir est-ce qu'il y a une évolution ou est-ce qu'on reste sur les mêmes grandes lignes quand même. La cinquième étape, c'est documenter et garder une trace. Donc, la documentation, c'est vraiment de garder les enregistrements. Donc, à la fois, on retrouve tous les documents que vous avez mis à disposition pour informer votre clientèle, vos utilisateurs, mais aussi pour retrouver, par exemple, les consentements et prouver que c'est conforme. Par exemple, lorsqu'il y a une transaction, la personne achète, vous devez démontrer que cette personne a validé les conditions générales de vente. Donc, si vous avez mis une case à cocher, mais on ne peut pas retrouver des transactions derrière pour dire elle a bien coché la case pour accepter les conditions générales, peut-être que les conditions générales ne vont pas être appliquées. Vous voyez? Si la personne, en s'inscrivant, vous lui avez juste dit j'accepte de me connecter, enfin, j'accepte de m'inscrire à la newsletter, mais on n'a pas donné un accès à la politique de confidentialité, bah ça également, ça peut donner lieu à des litiges où la personne dit, bah, moi, je me suis inscrite, mais parce que je voulais telle chose, mais j'étais pas informée que en m'inscrivant là, j'avais aussi telle autre chose. Donc, il faut vraiment que tous ces éléments soient suffisamment clairs pour que si on vous pose la question, vous puissiez dire, ben, tel utilisateur qui s'est inscrit tel jour et a validé telle chose de telle manière. Donc, sur vos sites, il faut vraiment demander bah, à vos prestataires de quelle manière vous pouvez faire un suivi de toutes des enregistres, des transactions, des inscriptions et de toutes les activités qui se passent, toutes les interactions qui se passent sur votre site. Après, effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est essentiellement les échanges en ligne ou en commentaire, ou parfois, bah, lorsqu'il y a une problématique, il vaut mieux d'abord prendre une capture d'écran pour la garder et ensuite voir comment est-ce que vous allez avancer par rapport à ça. Et la dernière étape, c'est réviser et adapter. Il faut vraiment évaluer de manière régulière. Je vous ai déjà dit, une fois par an, on prend le temps. Vous pouvez mettre en place des pratiques au 1er janvier parce que vous vendez uniquement en paiement PayPal avec un lien, mais peut-être que janvier prochain, vous avez intégré un système de paiement directement sur le site et donc vos pratiques ont évolué. Avant, vous aviez un système de livraison uniquement par Colissimo, mais désormais, c'est Colissimo plus Mondial Relais plus d'autres façons, d'autres modes de livraison. Là aussi, il y a une évolution. Peut-être que dans votre secteur, désormais, vous avez une obligation de fournir, je ne sais pas, une facture de tel type. Ça aussi, il y a une évolution. Donc, ces choses-là, il faut faire le point une fois par an. Où en suis-je de ma conformité? Donc, c'est pas parce qu'on a fait ou parce qu'un avocat vous a rédigé des documents que ces documents sont conformes pour la vie. Il faut vraiment y revenir de manière assez régulière. Maintenant, on va aborder le dernier point sur enfin, le point sur les risques de non-conformité. Le non-respect des réglementations comme le RGPD, ça peut vraiment aller jusqu'à des millions d'euros. Bon, après, effectivement, si votre chiffre d'affaires est inférieur, ça reste quand même 4% de votre chiffre d'affaires. Et ça dépend aussi de la gravité de l'infraction.
Après, il y a les coûts des litiges. Si jamais vous êtes attaqué par un client, il y a les frais juridiques, les dépenses qui sont associées justement à la gestion du litige. Et en tout cas, ça peut vraiment être élevé si vous n'avez pas anticipé. La- le deuxième coup, c'est les dommages à la réputation. Il y a la perte de confiance. On se dit que bah, c'est la protection des données, comme ça paraît un petit peu abstrait, euh, bah, il n'y a pas de, enfin, il y a pas vraiment de dommages. En soi, si, parce qu'il y a la perte de confiance, les clients se sont inscrits pour une chose et ils se rendent compte que leurs données sont désormais utilisées sur le dark web, sont désormais utilisées pour prendre des crédits à la consommation ou que leurs cartes bancaires font l'objet d'achats qui n'ont pas autorisé. Donc, vraiment, on dit la confiance des clients est difficile à gagner, mais elle est assez facile à perdre. Et donc, un manquement à la protection des données, ça peut vraiment entraîner une méfiance durable et votre image de marque peut s'en retrouver affectée. On se dit que ça ne touche pas les petites entreprises, mais en fait, si, parfois même les médecins, par exemple, sur la protection des données, sont épinglés. Et donc, voilà, il y a une liste publique à laquelle on peut avoir accès. Donc, ça, pour l'image de marque, elle peut se retrouver vraiment affectée. L'interruption de l'activité, c'est une autre des conséquences, un risque, c'est qu'effectivement, certaines activités peuvent entraîner un blocage des opérations et on peut suspendre temporairement votre activité en ligne. J'ai déjà vu le cas de clients qui ne respectaient pas, qui refusaient en fait de se mettre en conformité et on a interdit, on a en fait bloqué leur site sur tout le territoire français jusqu'à ce qu'ils se mettent en conformité. Donc ça, c'est vraiment c'est une possibilité qui existe. Vous avez beau avoir votre site plus ou moins en ligne, il ne sera plus visible depuis la France si vous êtes épinglé. Et tout ça, par exemple, des jours d'interruption de votre activité en ligne. Et c'est aussi une perte de revenus, surtout quand vous avez déjà une activité récurrente, des clients récurrents. Si vous vous faites épingler, ben, c'est une perte de revenus. Et les risques légaux, ce sont ben, les actions en justice, de la part des clients, de la part de concurrents qui peuvent aussi évoquer des pratiques anticoncurrentielles ou bien de pratiques déloyales. Donc, pour éviter ces risques, donc, il faut vraiment une bonne compréhension de vos obligations et l'adoption de mesures proactives. Vraiment, c'est ne pas attendre de recevoir une mise en demeure ou un avertissement pour prendre les choses en main. Vous suivez les recommandations, vous pouvez utiliser les ressources disponibles pour sécuriser l'activité. Après, je trouve aussi que les organismes ne sont pas là pour poursuivre à tout prix. Généralement, il y a quand même avant de vous mettre une amende, en général, il y a quand même souvent un avertissement. Mais je me dis qu'avec les années, et plus on est informé, moins il y aura cette approche qui pourrait être plus directe. Et donc, vous pourrez peut-être recevoir directement des amendes. Vraiment, on parle beaucoup de protection des données personnelles. C'est vraiment c'est plus qu'une obligation légale. C'est vraiment un pilier de la confiance client parce qu'aujourd'hui, on est tellement à distance que on ne rencontre pas les gens physiquement. Comme on ne les rencontre pas physiquement, ce qu'on fait, c'est on leur demande leur email, on leur demande leur nom, leur prénom, leur adresse postale, on leur demande énormément d'informations. Et le RGPD, beaucoup de gens parlent du RGPD, mais sans savoir exactement de quoi il s'agit. C'est le Règlement général pour la protection des données. Et les principes de base, c'est vraiment le consentement, la transparence et le droit à l'oubli. Donc, vous assurer d'obtenir vraiment le consentement clair avant de récolter les informations. La transparence, c'est informer les utilisateurs sur comment et pourquoi est-ce que vous allez utiliser leurs données. Et le droit à l'oubli, c'est vraiment permettre aux utilisateurs de supprimer leurs données du système. Les étapes, ben, c'est un peu ce qu'on a vu là, c'était auditer les données, identifier vraiment quel type de données vous collectez, pourquoi est-ce que vous les collectez et où est-ce qu'elles sont stockées et comment elles sont protégées. Mettre la politique de confidentialité claire, accessible, détaillée. On explique vraiment tout ce qu'on a dit juste avant et mettre en place des mesures de sécurité, des mesures techniques contre les accès non autorisés ou les pertes de données aussi. On se forme, on se sensibilise et on fait attention vraiment sur les questions de violation des données. Il faut mettre en place un plan d'action parce que selon le niveau de violation des données, vous allez peut-être vous retrouver obligé d'informer les autorités de régulation, donc notamment la CNIL. Donc sur la protection des données, c'est important parce que
c'est une partie importante de la conformité lorsqu'on a une activité en ligne. Et donc, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que je mets en place. Ce n'est pas une question de taille, c'est vraiment une obligation de toutes les entreprises, quel que soit le secteur, l'activité ou la taille. Donc, vraiment, essayer de comprendre les bases du RGPD, les bases de la protection des données, c'est vraiment le minimum. La sécurité des produits, pour les personnes qui font, par exemple, du dropshipping, il faut vraiment être sûr. Assurez-vous vraiment que les produits que vous vendez sont sûrs, qu'ils sont conformes aux standards de qualité. Si jamais vous faites contrôler, vous pouvez justifier de la qualité de vos produits. Et sur la gestion des réclamations, c'est vraiment avoir un service client réactif. Parce que répondre à vos clients en amont, ça vous évite justement des litiges qui vont aller jusqu'au tribunal. Il faut vraiment traiter les réclamations euh, en proposant un système de réclamation qui est clair. C'est-à-dire, en envoyant un mail, la personne va avoir une réponse. Mais en plus des réclamations, si les réponses que vous apportez ne sont pas satisfaisantes pour le client, il faudrait qu'il ait accès notamment à ce qu'on appelle un médiateur de la consommation. Le médiateur, ça aussi, c'est une obligation pour les personnes qui vendent aux particuliers, qui vendent à des consommateurs. Il faut que cette personne, que ces clients aient accès à un intermédiaire avant d'envisager d'aller au tribunal. Donc, cet intermédiaire, c'est à vous de vous assurer d'adhérer à un médiateur et pour le client, c'est gratuit. Donc, c'est important de respecter les droits des consommateurs parce que ça renforce la confiance, ça renforce la satisfaction et ça fidélise aussi vos clients, ça améliore le bouche à oreille et surtout, ça améliore également votre image de marque. Et pour finir sur la question de la propriété intellectuelle, je pense que tout ce qui est création de l'esprit, que ce soit des œuvres littéraires, artistiques, mais aussi industrielles comme les marques, les concepts, les choses que vous créez, ils sont protégés par ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Donc, votre contenu peut être protégé par les droits d'auteur, il peut être protégé par la marque. Donc, vous pouvez enregistrer votre logo, votre nom de marque, vos slogans. Il y a les brevets pour les inventions. Les inventions, c'est vraiment des solutions techniques uniques qui n'existaient pas avant. Mais il y a d'autres systèmes comme les dessins et modèles. Il y a d'autres moyens de protéger aussi ce que vous créez. Il faut respecter aussi la propriété intellectuelle des autres. Donc, s'il y a du contenu sous licence, il faut demander les autorisations. Il faut éviter de reproduire. Il faut éviter de vous dire que parce que c'est sur Internet, c'est accessible. On utilise beaucoup l'expression libre de droit. C'est vraiment un abus de langage, en fait. Euh, il faut toujours vérifier que la licence, des fois la licence vous permet uniquement d'afficher par exemple une photo sur les réseaux sociaux, mais pas de vendre une image, cette image sur un de vos produits. Donc, il faut vraiment vérifier quel est le contenu des licences. Et pour protéger votre propriété intellectuelle, vous pouvez utiliser des outils de surveillance et surtout attaquer les personnes qui, elles, font de la contrefaçon, reprennent votre contenu, du plagiat et ce genre de choses. Et il faut savoir que la protection de la propriété intellectuelle, ça soutient l'innovation, la créativité, mais surtout, ça augmente la valeur de votre entreprise parce que ce sont des actifs qu'on appelle immatériels. Ce sont des actifs, c'est au-delà des éléments matériels. Si jamais vous avez, par exemple, du mobilier, de l'immobilier, eh ben, tout ce que vous avez créé sur la partie web, sur vos réseaux sociaux, votre audience, vos bases de données clients ou de newsletters, tout ça, ça a une valeur et ça augmente la valeur même de votre entreprise. Il y a des personnes qui vendent ce qu'on appelle aujourd'hui un fonds de commerce électronique. Et donc, on va regarder, par exemple, le trafic sur votre site et tout ça gagne en valeur avec le temps. Sur les ressources, bon, moi, je vous invite à aller regarder des sites pour un peu vous former pour comprendre. Il y a un guide complet sur le RGPD, ça s'appelle GDPR EU, c'est un site européen. Il y a deux outils pour la propriété intellectuelle. Il y a le site de l'INPI qui s'appelle Data INPI sur la plateforme, et ça vous permet de vérifier les, 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 les marques, est-ce que les marques que vous utilisez sans les déposer sont disponibles? Est-ce que vous en avez le droit? Et Creative Commons, ça vous permet de bien comprendre lorsque vous utilisez un élément libre de droit. En réalité, il n'est pas libre de droit. Et sous licence qu'on appelle Creative Commons. Et donc, vous voyez quel est le niveau. Est-ce que j'ai juste le droit de
dans les réseaux sociaux, sur mon site. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser pour une activité commerciale? Moi, le mot que je retiens et le principe que je vous invite à retenir, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Vous êtes censé, en tant qu'entrepreneur, connaître toutes les règles de droit. Alors, c'est juste bien naturellement impossible, mais le principe est clair, la règle est claire, et toute juridiction, un juge ou quelqu'un pourrait vous reprocher. Effectivement, les organismes comme la CNIL pourraient facilement vous reprocher de ne pas vous être renseigné par vous-même ou auprès d'un avocat. Et c'est là où moi, je déplore qu'en France, malheureusement, on se dit, c'est quand même le principe, contrairement aux anglo-saxons, on ne va voir l'avocat que quand ça va mal. Et justement, si j'ai créé Avocat Juste, hein, c'est pour assurer l'aspect prévention de vos droits